Donc, on se retrouve pour un live dédié à la gouvernance du Cosmos Hub. Vous avez probablement suivi la proposition 82 qui a fait l'objet de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Et l'intérêt de cette émission aujourd'hui, c'est d'essayer de mieux la comprendre et d'exposer différents points de vue de différents validateurs qui sont présents parmi nous ici et aussi différents acteurs très impliqués dans l'écosystème. Je vais les citer, comme par exemple Sébastien Couture, qui est le fondateur de The Interop, un fonds d'investissement qui se concentre sur l'interchain, ainsi qu'un podcast qui couvre les différentes innovations et protocoles sur cet univers-là. On a comme d'habitude mon co-hôte Benoît Huguet et d'autres invités, on voit un nouveau visage aussi sur la chaîne, Youssef Amrani, qui est contributeur et aussi auteur du papier d'Atom 2. Et on vient d'être rejoint par Reda qui est à la tête de la Key Foundation, de la Keychain, pardon, qui est une chaîne de l'interchain qui fait office de bridge entre la CeFi et la DeFi et qui a d'autres subtilités que l'on couvrira peut-être si on a le temps dans cette émission dédiée à la gouvernance. Et puis le retour de deux représentants d'Imperator et de Stake Lab, deux validateurs français du Cosmos Hub et aussi d'autres chaînes construites avec le Cosmos SDK, donc Cam d'Imperator et Adrien de Stake Lab. Messieurs, bienvenue et bonjour à tout le chat, bonsoir, tout dépend de votre fuseau. Salut, merci pour l'intro. Salut Benoît. Salut les gars. Tous. Alors, merci pour la je t'en prie Benoît. Non, brise la glace, t'avais une question, brûler la lèvre. On va commencer par une question très simple. Qui est-ce qui se lance dans cet exercice? Voilà, qu'est-ce qui peut nous donner les grands bullet points, les grands points de cette proposition 82? Je propose que l'on parte de là, que l'on comprenne en fait où le Cosmos Hub est aujourd'hui et quelles sont les implications de ce changement. Et au fur et à mesure, on va essayer de voir quelles sont les différentes opinions de chacun sur cette proposition. Ouais, c'est la merde. Le Cosmos Hub en ce moment, c'est la merde. Salut. Ça, c'est la conclusion. Voilà, au revoir. Non, ça va encore. Je pense que vous connaissez Youssef. Youssef, ça peut être intéressant d'avoir l'intro avec toi. Et puis après, c'est vrai qu'on a tous chacun notre avis sur le sujet. Ouais, prenons celui qui connaît moins bien la proposition pour commencer. C'est ça. C'est l'insider qui va parler. Écoutez, je pense qu'il y avait un consensus, c'était que Atom, c'était une sorte de meme coin qui servait à pas grand-chose, qui était là, qui bénéficiait du nom Cosmos, mais en vérité qui n'avait pas tant de valeur que ça à part le staking. Et ça faisait un moment qu'on parlait qu'il fallait faire quelque chose. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe avec les usual suspects là, de Zaki, etc., tous les Cosmos OG. Puis on a fait un gros travail. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. C'est que dans le background, dans les coulisses, on a travaillé comme des malades non rémunérés, en tout cas personnellement pour moi, pendant plus de 6 mois. On a fait un travail colossal, régulier. Et puis l'idée, c'était quoi? C'était justement d'aligner le token d'Atom sur la croissance du interchain, tout simplement. Et donc, en fait, c'était de faire de Atom du hub, en fait, un point de coordination pour le block space, pour l'allocation de capital et pour la sécurité. Donc, les 4 éléments, donc il y avait le liquid staking que tout le monde connaît ici, il y avait l'interchain security, il y avait le scheduler et puis il y avait donc le allocateur. Et tout ça, bien sûr, pour pouvoir le financer proprement, parce qu'il faut rappeler que le community pool est famélique, 1 million d'atomes, je pense que c'est même pas 10 millions aujourd'hui, avec les gens qui servent à droite à gauche pour des petites initiatives qui ne relèvent pas le challenge de ce qu'il faut faire pour ce coin. Et donc l'idée c'était de passer d'un modèle donc d'émissions cumulatives qui en ce moment est exponentielle vers un modèle qui est plus linéaire
Et donc, au bout de 3 ans, on allait terminer avec un taux d'inflation de 1%, ce qui allait faire d'Atom un asset qui est vraiment désirable et qui est, en gros, ouais, désirable. Et donc, pour ça, il fallait qu'on puisse financer ces différents produits. Il y a aussi le Intelligent Security parce qu'on a parlé de il faut financer les allocators puis le scheduler qui n'ont pas été faits encore, donc c'est sûr que ça coûte de l'argent, mais aussi Intelligent Security parce que je pense qu'avec ça on a un produit avec un énorme product market fit. Ça c'est, on le sait déjà, il y a déjà 8 projets qui ont plus ou moins, enfin, qui ont signé, qui ont annoncé leur intention de rejoindre ce projet-là. Bon, après, il va falloir faire la gouvernance, etc., pour les whitelister, mais on sait qu'on a un bon market fit sur ça. Et donc, il faut aussi penser à des fonds qui vont pouvoir bootstrap, excusez-moi, j'utilise des mots en anglais, bootstrap ces projets-là pour faire des partenariats. L'idée avec Intelligent Security, c'était pas seulement de donner de la sécurité au consumer chain, mais c'était d'aller, parce que ultimement, ça va être devenir une commodité, la sécurité, mais ultimement, c'était de bâtir des vraies relations d'affaires, à la fois politiques et commerciales, pour faire en sorte de devenir indispensable dans l'écosystème, dans l'interchain. Et donc ça passe par des accords de liquidité où le hub s'engage à ne pas dump les tokens des consumer chains, etc. Donc, en gros, c'était ça le but. Donc, au final, on allait se retrouver avec une vraie trésorerie qui est alignée avec ce qu'on voit dans les écosystèmes voisins que sont Solana, Ethereum, etc. Et puis, on allait pouvoir finalement sortir de cette histoire d'inflation énorme et donner une véritable utilité au hub. Les gens ont demandé pendant des années sans résultat. Donc, en gros, c'est ça ce qu'on voulait faire avec ce paper. Et ça a été un super travail. Enfin, ça a été un travail monumental, je pense, qui a été mené par l'équipe qui a écrit ce papier. Je sais pas exactement combien de temps, mais je pense que c'est un papier sur lequel vous avez travaillé, ou en tout cas dont la genèse remonte à peu près 1 an ou plus. Et ouais, moi je me souviens, enfin, quand j'ai lu le papier la première fois. En Colombie, dans la salle de conférence de Cosmoverse, avant que Zaki, parce que Zaki nous avait envoyé un peu en avant, enfin, je lisais le truc, je me disais, waouh, c'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est un travail colossal. Et donc, personne ne peut vous enlever ça, peu importe le résultat du vote qui est ce qu'il est, hein, le papier a été rejeté, c'est un travail colossal. Et donc je pense que tu peux t'en féliciter et toute l'équipe peut s'en féliciter, ça c'est sûr. Moi j'ai voilà, peut-être que je vais m'arrêter là, mais je veux bien partager un moment mon ressenti sur comment mon retour, il est plutôt sur comment la communication et les optiques autour de la communication ont été orchestrées. Mais je vais laisser les autres répondre d'abord et donner leur avis, et je réponds un peu plus tard. Moi, fondamentalement, je pense, Youssef, en tout cas, bravo, c'est vrai pour tout le travail qui a été fait. Et je pense que la question qui a mené à la réflexion de cette proposal, c'est une très bonne question. Au final, l'utilité, c'est ce qui drive la valeur d'un asset. Si sa seule utilité, c'est d'être inflationniste et de se nourrir du hopium futur, ça ne marche pas. Après, je pense que vous êtes tombé dans le travers de d'une personne qui se dit « Ok, j'ai la solution, j'ai la vision complète, machin, je vais tout pondre d'un coup et tout faire d'un coup et proposer ça comme setup global de comment ça devrait fonctionner. » Et je pense que c'est là qu'il y a eu un problème. Je pense que le fait de venir avec toute une solution packagée, ça c'est un des problèmes, et non pas un chemin sur lequel la communauté des holders pourrait s'engager step by step, milestone par milestone. Je pense que c'est ça qui a pêché dans la démarche de cette proposal. Moi, j'ai parlé avec Sam, mais on était alignés sur tout. Mais l'outcome du meeting que j'ai eu avec lui, c'était abstain ou no. Pourquoi ? Parce que
certains blocs, j'étais à 100% d'accord avec certains blocs, et avec d'autres blocs, j'étais un peu, et avec d'autres blocs, j'étais pas du tout d'accord sur la partie token economics et danger court terme d'une baisse de l'inflation drastique sur un asset où une partie des holders ont pour objectif ou une stratégie financière, hein, de liquider une partie des rewards pour pouvoir faire du risk management. Clairement, là, si tu fais un changement aussi violent, et ben en fait, tu risques d'avoir vraiment des mouvements violents sur l'asset sur le court terme. Après, c'est quelque chose, si c'est outline, si c'est mis en avant, on dit on le sait, on va avoir des capitulations parce que la thèse initiale va être changée et tous ceux qui s'appuyaient sur la thèse initiale vont sortir. On s'attend à un drawdown de 20, 30, 40%, mais voilà, on l'a identifié et on le sort. Et ben en fait, c'est quelque chose qui est important à mettre en avant. Et je pense que c'est le problème principal de cette proposal. Le deuxième problème, et là-dessus, en fait, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. À la fois d'accord parce que nous-mêmes, dans la Key Foundation, on se targue de dire que chez nous, c'est une dictature, c'est pas décentralisé parce qu'on est au début de la keychain. Il faut avoir une gouvernance qui est centralisée pour pouvoir avancer vite, exécuter bien. Mais notre objectif sur le long terme, c'est de totalement décentraliser, de faire en sorte que ce soit une vraie DAO avec des vrais process qui se mettent en place les uns après les autres. Là, en fait, on fait l'inverse. On a Atom, Cosmos qui s'est buildé un peu en mode avec cette vision un peu anarchiste, un peu comme tout ce qui s'est fait dans le monde Unix, Linux, où tu as en fait le noyau Unix et tu as Ubuntu, Mandriva, Red Hat, tu as tous les trucs qui sont construits autour. C'est exactement la vision de Cosmos. Hein. Donc ça a été full décentralisé. Et aujourd'hui, on vient, on nous dit, bon, c'est un peu la merde, on n'a pas de trésor. Vous savez quoi? On va faire un conseil avec 6 personnes qui vont être les députés de toutes les personnes qui détiennent les tokens, et c'est eux qui vont prendre les décisions on behalf de toute la communauté. Et ça, en fait, c'est un chemin inverse. En fait, vous faites le chemin on est full décentralisé, et c'est ce qui a fait la force de tout l'écosystème Cosmos. Maintenant, tu sais quoi? On se rend compte que c'est un peu le bordel. Viens, on prend le cash de l'inflation et on le déploie sur des projets qui vont générer de la valeur. Fine, je suis totalement d'accord avec ça, c'est hyper important, c'est ce qu'il faut faire. Mais l'approche de la centralisation, la recentralisation, je pense pas que ce soit la bonne approche. Moi, ce que j'ai dit, ce que j'avais dit à Zaki quand on a fait le podcast ensemble et à Sam de l'ICF, c'est que le moment où Zaki fait son talk à Cosmoverse, il y a un truc qui aurait changé la donne, mais c'est si sur sa presse, il y avait marqué draft. Voilà. S'ils avaient marqué draft, proposal, et en fait, je sens que même si dans leur, je pense que même si dans les têtes de l'équipe qui a écrit ce proposal, l'idée était que le proposal était dans le but de créer de la discussion, de créer des échanges dans la communauté. Ça n'a pas été suffisamment bien communiqué au départ. Je pense que, enfin, je sais pas qui était en charge de la stratégie de communication autour de ça. Je sais pas si c'était des gens d'Informal, de l'ICF. Bon, je pense qu'il y avait un peu d'overlap. Peut-être qu'il y a eu ça, je me corrigerai, mais on sent qu'il y avait une stratégie de communication qui a totalement foiré. Parce qu'après, c'est après coup qu'il y a eu un espèce de recul en disant ah non en fait c'est un signaling proposal, c'est là pour sparker de la discussion, etc. Mais le damage was done, et donc il y a eu ça, et je pense qu'il y a eu un autre truc qui aurait, alors j'ai pas eu de réponse définitive sur pourquoi ça n'a pas été fait. J'ai juste eu des réponses genre on n'a pas pu faire ça, mais ça aurait été que le papier soit sur GitHub. C'est-à-dire que le papier a été publié en PDF comme un document, comme un espèce de document scientifique papier. Voilà. Et c'est pas dans l'éthos de l'écosystème. Donc bien évidemment, il y a le forum où on peut commenter le papier, on peut en discuter, etc. Mais en fait, GitHub, c'est la place en fait où tout est débattu, c'est-à-dire le software qu'on écrit en faisant des pull requests avec des discussions, etc. Enfin, je suis pas dans GitHub tous les jours, mais voilà, je pense que
c'est-à-dire qui seront plus habitués à ça. Mais voilà, enfin, c'est la plateforme par excellence en fait pour collaborer sur du texte. Et et alors après, je conçois que le travail de on va dire curate les avis de tout le monde, etc. Ça aurait été monumental, mais n'empêche que je pense que ça a été perçu par la communauté comme un truc qu'on Mm. nous voilà, here it is, it's done, like deal with it. Tu Et as, tu as voilà. raison. Et honnêtement, encore une fois, je vous donne les coulisses. Euh, Au tout départ, tu vois, le premier meeting qu'on a eu, le kick-off, bon, moi, j'étais le petit newbie, je veux dire, voilà quoi, je fais pas le poids avec des gars comme Zaki, Jacques, etc. Donc moi, j'ai souligné un point, j'ai dit, ma suggestion, c'est, on peut pas aller avec un vote aussi large sur tout le paper, et je voulais qu'on divise ça en 3, 4 parties, une partie sur l'émission, une partie peut-être avec scheduler et allocator, et ainsi de suite. Et la réponse immédiate, c'était non. Non, non, non. On va aller avec une paper. Ça, c'est un problème. Package. Donc ça, c'était la première chose que j'ai soulignée qui a été refusée. La deuxième chose que j'ai proposée, c'était d'enclencher le processus de communication bien avant. En fait, il fallait qu'on commence la communication dès le départ. Et ça aussi, ça n'a pas été validé. Donc, il y a eu cette idée, cette impression, comme tu as dit, Seb, que finalement, on arrivait avec en mode les apôtres. Et puis, on donne ça, puis on dit c'est non négociable. Et moi, ça m'a fait chier parce que moi, j'étais aligné avec toutes les personnes ici. Mais- J'ai la même sensation, parce que moi, en même temps, oui, j'étais un des co-auteurs et j'ai beaucoup participé, mais en même temps, je suis aussi une personne de la communauté. Et donc, j'ai senti ce malaise. Et je pense qu'il y a un troisième point qu'on sous-estime, qui aurait pu apporter beaucoup plus, c'était de ne pas fixer de date de vote. À partir du moment où le paper n'a pas été, où on n'a pas consulté les gens avant la publication, ben, une fois que tu publies le paper, tu laisses suffisamment de temps. Si ça doit prendre 3 mois, ça prend 3 mois, il n'y a pas de souci. Tu prends le feedback, parce que finalement, si on a été capable d'incorporer, parce que je sais pas, il y a eu 3 versions dans le paper. Entre la première et la troisième version, c'est le jour et la nuit. Je veux dire, le minting, il est passé de 55 millions d'atomes sur 3 ans à 12 millions sur 3 ans. On a avec le premier mint sur le community pool au lieu de la trésorerie. Donc, honnêtement, 80% de ce que la communauté a demandé, on l'a fait. Mais le problème, c'est un problème de temps, le timing, parce que pour que l'information voyage à travers le temps, ben pour que ça puisse rejoindre tous les validateurs, les Coréens qui ne parlent pas anglais, etc. Mais ça prend des semaines et des semaines, et les gens étaient sous pression. Et encore une fois, moi, j'ai poussé, j'ai dit, bon, Sam, au début, il a mis le vote pour, je pense, 5 jours après le paper. Bon, ça, il a juste mis une date comme ça. Mais après, il a mis 3 semaines. Moi, dans ma tête, j'avais envie de dire, il faut carrément enlever la date, ou alors, si tu mets une date, tu mets 3 mois, puis tu laisses le temps. Les gens, ils n'aiment pas avoir le couteau sous la gorge. Ça, je l'ai compris. Personne ne met sous pression. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui est très important, c'est que finalement, je pense qu'on a sous-estimé euh, euh, pas la réaction quand on a fait le papier, en fait, on se disait ça va passer à 99% parce que on passe du néant absolu à un projet de malade. Okay, et donc, c'est sûr qu'on va avoir 90% de votes positifs. Et je pense que ça, c'est une erreur parce qu'on a sous-estimé la communauté dans le sens que je pense que les atom holders, ils sont un petit peu conservateurs et je pense que c'est trop vite. Trop de changements, trop vite. Et donc, ça aussi, c'est un problème. Et je pense que ce problème, on aurait pu le gérer avec plus de temps. Youssef, c'est la même chose que quand tu vas voir une start-up qui arrive et qui dit à un fonds d'investissement, je veux lever 50 millions maintenant, donne-moi toute la thune, sans proposer de plan, sans donner de milestone et sans donner de preuve de marché. En fait, tu sais, moi je te dis un truc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une proposition de gouvernance sur l'amélioration de la méthodologie d'attribution des fonds du community pool
avec un truc vraiment, une sorte de, pourquoi pas un comité d'investissement de deputies qui vont donner des avis positifs ou négatifs sur tel ou tel investissement et que la communauté puisse valider l'avis. Et ensuite, mais un council consultatif. Comme ce qu'on fait, en fait, moi j'ai monté un fonds d'investissement au Maroc avec la Caisse des dépôts. On a des comités d'engagement, on a des comités d'investissement avec des gens qui émettent des avis positifs ou négatifs sur l'investissement et puis après sont validés. Et en fait, ça aurait pu être le premier step. Et le deuxième step, c'est de dire, bon, écoutez les gars, pour financer nos ambitions, voilà les ambitions, on augmente la community tax. On augmente la community tax, on l'augmente de 20, 30, 40%, histoire d'arriver à une capacité de financement qui soit de temps. Je suis sûr que ça se serait passé. Et puis, le scheduler et l'allocator, ça aurait pu être des projets où il y a une évaluation d'expense de prestations, soit de Informalink, soit de Inclusion, de n'importe quel acteur qui travaillerait sur ces trucs-là. Et donc, ils recevraient les grants de cette community pool. Honnêtement, ça m'aurait semblé la méthode la plus efficace. Et aussi, pour rajouter un peu sur ce que tu as dit, Reda, en fait, je pense que l'idée, c'est d'abord aussi déjà de faire ses preuves. Par exemple, voilà, déjà, on va dire, il y a Interchain Security qui devrait arriver. Essayer d'avoir déjà un MVP, parce qu'actuellement, c'est pas le cas. On n'a pas encore de MVP pour Interchain Security. Donc, travailler là-dessus, montrer que ça marche, et ensuite travailler sur les autres aspects, le scheduler, l'allocator, etc., etc. Mais d'abord, montrer que voilà, la teamship, qui est un produit qui est prêt et que voilà, on peut continuer sur le reste. Et nous, en fait, pour donner un peu l'avis d'Imperator et pourquoi aussi on a voté non et aussi avec notre veto. Alors déjà, Atom 2.0, la vision n'est pas rejetée. Hein. Il y a des points qu'on a adorés, il y a des points qu'on a moins aimés. Et c'est vrai qu'en fait, la difficulté qui a été faite avec cette proposale, c'est qu'on te dit, allez, on te demande de choisir entre blanc ou noir. On te donne tous les points et on te dit vote. Donc, là, je pense que cette approche a été un peu mal faite et je suis complètement d'accord avec toi, Youssef, qu'il faudrait déjà plus en fait découper en plusieurs parties, commencer déjà. D'ailleurs, il y a une proposal, un draft actuellement dans le forum pour augmenter la community pool. Travailler là-dessus, qui est déjà un premier step, et ensuite travailler une fois que le premier step est passé, travailler là-dessus et ensuite passer aux autres. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à avancer tous ensemble. Et c'est petit à petit. Et après, je vais aussi te dire un peu les points qui nous ont aussi un peu embêtés sur le papier Atom 2.0. Tout le monde en a parlé, hein, c'est l'histoire du minting, forcément. Du coup, au niveau du minting, on prévoyait de minter à peu près 44 millions d'atomes, donc 4 millions en fait qui allaient à la community pool et le reste qui allait en fait dans des trésoreries. Là où on voyait le problème, en fait, c'est qu'on trouvait que déjà il y avait une meilleure solution, donc qui était de juste augmenter la taxe sur la community pool, qui revenait à peu près au même, et ce qui est bien en fait, c'est que ça reste dans le système actuel. Voilà, minter en fait comme ça d'un coup, en fait, ça donne un peu des impressions. On est la Fed d'une banque centrale, et c'est des choses qu'on n'aime pas forcément. Donc voilà, en fait, travailler sur la community pool, augmenter une taxe, c'est quelque chose qui est bien. Et aussi le point, c'était, et c'est aussi ça qui nous a fait un peu le veto, c'est cette histoire de trésorerie qui à notre sens qui peut être assez problématique dans le sens où en fait tu vas avoir un petit comité de personnes en fait qui vont gérer des sommes assez énormes et dont le but va être, donc je crois que c'était exactement, c'était 10% en fait pour le développement des consumer chains, donc ça c'est excellent, mais 90% c'était pour investir dans des projets de Cosmos, donner de la liquidité, faire des swaps, faire du lending. En fait, ça donne une impression en fait de hedge fund et tu vois, de fonds d'investissement. Et sachant que le Cosmos Hub, son utilité principale, c'est sa sécurité économique, faire ce genre de choses un peu spéculatives, c'est vraiment très dangereux en fait pour le hub. Et c'est ce qui a fait qu'en fait on a mis notre veto. On veut pas avoir ce genre de choses en fait. Mais Cam, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Je suis pas d'accord avec toi sur ça. Non plus. Je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Après, je laisserai Youssef et aussi Adrien s'il veut réagir. Si tu vas aller chercher de la scalabilité dans la valeur apportée dans l'écosystème, tu dois pouvoir t'appuyer sur des teams qui sont externes et tu dois être capable de funder des projets, mais par contre en mettant des conditions et pas vivre la même histoire que ce qui s'est passé avec Gravity et compagnie et toutes les
toutes les merdes qui se sont passées. Donc, tu arrives, tu dis, écoute, tu sais quoi? Moi, je te fund à hauteur de 1 million, 1,5 million de dollars en Atom. Par contre, la moitié va aller en pool de liquidité Atom, ton token, ça va être locké. Tu n'as pas le droit de vendre ci ou ça. Donc, en fait, tu sais ce que ça apporte? Ça apporte de la profondeur de liquidité sur l'Atom, backé par un asset qui va lui-même créer de la valeur par l'usage de sa chaîne. Et derrière, en fait, même si c'est pas une consumer chain, si ce projet arrive à générer de la valeur, tu as une partie de la valeur du projet qui va aller sur Atom. Effectivement, c'est beaucoup plus long terme et c'est marginal en termes de valeur par rapport à des consumer chains qui apporteront de la transaction fees dans la chaîne Cosmos. Mais si tu en fais 100 comme ça et que sur les 100, on a 10 qui deviennent huge, ben en fait, la valeur qui va flow in sur l'atome va être énorme. Alors, je peux être d'accord avec toi, mais regarde, en fait, si ça c'est géré par un seul petit comité de 6 personnes, qui me dit qu'il n'y a pas des énormes conflits d'intérêts, qui ne travaillent pas en fait, dans leur propre projet. Il n'y a pas de comité. Mais c'est ça, Cam. Moi, je suis d'accord à 99% avec Reda. L'idée du allocator, c'est quoi? C'est finalement de donner accès à n'importe quel atom holder, d'être exposé à une sorte de VC qui est décentralisé. Tu vois, pourquoi est-ce que c'est toujours les gens qui arrivent en retard, c'est tout le temps les mêmes qui ont accès au bon deal, à savoir les VC qui sont professionnels, etc., et jamais le retail. Et cette histoire, c'était vraiment de donner accès au retail à des rendements qui sont similaires aux VC. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur cette histoire de 5-6 personnes, c'est pas du tout le cas parce que tu allais avoir ce qu'on appelle des allocators DAO, donc, okay, puis, qui allaient se former, qui allaient eux-mêmes commit du funding. Donc, ils allaient eux-mêmes prendre le risque, c'est-à-dire que toi et 3 de tes potes, vous avez du Atom, vous pouvez venir commit du funding, donc vous prenez un risque et vous proposez donc une feuille de route sur quoi vous voulez investir. Par exemple, nous, on veut investir, on veut se spécialiser dans le refi, par exemple. On va investir que dans les projets de refi à l'intérieur du Cosmos. Vous mettez, par exemple, un certain montant en Atom et le hub, lui, par exemple, va donner 2 à 3 fois plus que ce que vous mettez et ça permet de créer des pôles d'investissement avec, comme il a dit Reda, des retours sur investissement qui peuvent être astronomiques parce qu'effectivement, si sur 100 projets investis, tu en as 5 qui marchent, même pas 10, juste 5, qui font du 500% ou du 5000%, ben, le retour d'investissement, il est fait. Et le gros avantage de ça, c'est quoi? C'est que, et ça, les gens ne l'ont pas compris parce que, encore une fois, le scope était trop gros. On en revient toujours au même problème. Vous l'avez tous dit. C'était quoi l'idée du allocator? C'était en fait d'impliquer beaucoup plus de monde dans les processus du hub. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement la communauté qui va avec son ledger, puis qui vote oui sur ça, non sur ça, c'était pas juste de voter, c'était de t'impliquer et de générer du rendement. Donc, au lieu d'avoir toujours la même team de 10, 12, 15 personnes, on sait c'est qui font tout le travail, ben là, tu élargis l'assiette avec peut-être une dizaine d'allocators DAO, avec chacun une dizaine de personnes. Puis là, tout d'un coup, tu as 100 personnes qui participent au développement économique du hub et pas juste le même groupe de personnes. C'était ça l'idée. Et la même idée avec la gouvernance. Quand on parle des conseils, tout de suite, la réaction des gens, c'était la paranoïa, ça va être encore les mêmes, etc. Mais c'est pas vrai. Les conseils, l'idée, c'était quoi? C'était d'avoir des conseils spécialisés. C'est-à-dire que, par exemple, tu pourrais avoir un conseil, c'était prévu d'avoir un conseil pour ICS. Parce qu'aujourd'hui, ICS, comment est-ce qu'il est géré? Il est géré par des compagnies privées. Donc, tu as Informal System, tu as Inclusion, c'est toujours… OK. Et donc, il n'y a pas beaucoup de comment on appelle ça, de accountability. Par contre, en gros, c'était ramener on-chain la gouvernance, vraiment la ramener on-chain avec tu es redevable devant la communauté parce que tu gères des fonds publics et tu dois donner des comptes, tu dois rendre des comptes. Et ça, tu aurais pu le faire sur plein de choses. Donc, en gros, tu formalises la gouvernance. Ce qui aujourd'hui est totalement off-chain, qui est géré par des compagnies privées, va passer sous le giron de la communauté, exactement comme un parlement, avec des gens qui dépensent et qui doivent rendre des comptes. Et je pense que dans l'absolu, c'est une bonne chose. Si tu termines avec une quinzaine ou une vingtaine de conseils dans 3 ans, dont un conseil pour gérer le marketing et le content, un conseil pour gérer les investissements, à l'intérieur des investissements, tu pourras avoir 10 conseils différents et chacun est redevable devant la communauté. Je pense que c'est tout bénéfice. Et c'était ça, la vision. Malheureusement, comment ça a été interprété? C'est un peu comme ce que tu dis, Cam. C'est une sorte de mafia où on va avoir un conseil qui va tout gérer, un multisig.
que tu as personne, avec tout le temps les mêmes, qui gèrent 5 millions d'atomes, donc 500 millions de dollars en valeur d'aujourd'hui. En bull market, ce 500 millions devient 55 milliards, et puis c'est le bordel. C'était pas ça du tout l'idée, pas du tout. Mais je comprends que sur la communication… Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Je pense que c'était aussi un problème de communication. C'est exactement c'est ce que tu dis. Je m'excuse si je me suis emporté, enfin, je me suis pas emporté. Non, mais… Non, mais tu t'es pas mais tu sais, Youssef, là où il y a peut-être aussi un souci, enfin, je vais te dire, en fait, peut-être c'est un peu biaisé parce que vous partez du principe que forcément, en fait, ça va générer énormément de rendement. Le marché du VC, c'est un marché très difficile. Personne ne peut se proclamer VC comme ça. C'est très, très Surtout les community owned, les sociétés type community owned VC, etc., ou les DAO qui investissent au nom de plein de gens, etc. Ça se finit toujours très mal. Et quand on parle… Oui, c'est ça, Sam, si tu regardes le marché, tu as 90% des VC qui tiennent à peine un an, tu vois. Moi, je me suis auto-proclamé VC, juste par ailleurs. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit je le dis. Non, c'est intéressant. Peut-être Adrien peut encore parler. Peut-être. Ouais. Alors, moi, j'ai quelques points, notamment, qui ont été dits et qui n'ont pas été rebondis dessus, notamment sur le fait que tu aies dit, tu as eu déjà rien que dès le début ce petit problème en interne en disant voilà, est-ce qu'on poserait pas en fait tout ça petit à petit et pas tout d'un coup. Et en fait, dans l'idée, moi, je comprends très bien le côté on met tout d'un coup et c'est pas autrement. C'est que l'idée, c'était vraiment aussi de dire, on oublie le premier white paper, on oublie les premiers fondateurs et on se réapproprie la nouvelle activité de la chaîne par ceux qui sont encore vraiment en développement dessus. Et je pense que c'est un truc qui a été un peu aussi mal vécu par certaines personnes, parce que là, littéralement, en fait, l'idée, c'était de dire, regardez, c'est nous les vrais fondateurs, c'est nous qui travaillons dessus, et tout ce qui a existé avant n'existe pas. Et en fait, moi, j'en ai parlé, par exemple, avec Jake, ou même Zaki ou plein d'autres personnes. Et en fait, pour moi, le problème, il vient vraiment de là. En fait, c'était de dire, ok, potentiellement, tout ce que vous faites maintenant, c'est exceptionnel, mais il faut pas oublier qu'en fait, sans les fondations, vous ne seriez même pas là, en fait. Et tout ce qui est autour n'existerait même pas. Donc, en fait, il faut toujours ne pas oublier d'où on vient et pourquoi on va plus loin. Et dans l'idée, c'est vrai que tout simplement faire du step by step et prendre plus le temps d'évaluer justement les risques et potentiellement ce qui va être amené. Parce que là, on parle quand même d'innovation très importante. On parle de 5 ou 6 projets d'un seul coup qui sont tous plus innovants les uns que les autres et sur lesquels on n'a aucun recul. Et le premier même n'est même pas encore sorti. Donc je pense que vraiment l'idée c'était aussi de dire attention, je pense que justement le mieux c'est vraiment de faire du step by step et littéralement même fonder chaque partie s'il le faut. Avec un voilà. C'est fait Interchain Security, il y a tel team qui travaille dessus, ok, elles sont fondées, on commence comme ça, en plus il y a la taxe qui augmente, donc on peut les après, clairement, développer de toute façon. Le constat est bon. Le community pool aujourd'hui, il est vide. Il y a 10 millions d'euros. C'est pitoyable comparé à d'autres fondations de Alt L1 comme, j'en sais rien, moi, Avalabs, Solana Labs ou autres qui parfois même Osmosis. Ouais, même Osmosis qui a plusieurs dizaines de millions. Même Juno est mieux loti que le Cosmos Hub à l'heure actuelle. Même Stargaze. S'il vous plaît, voilà. Non, mais c'est vrai que non, mais même Chihuahua. Non, je rigole. Mais moi, j'ai été enthousiaste quand j'avais vu la proposition et le papier d'Atom 2, et mon premier réflexe, ça a été de voter oui et de me laisser un reminder en mode, voilà, je vais réassess ça plus tard pour voir si c'est vraiment le bon move à prendre, parce que je salue totalement l'innovation qu'il y a dans ce papier. Et je me rappelle la proposition 69 de Willy Renkamp qui avait été rejetée, qui consistait à ajouter Cosmosm sur le hub, elle n'était pas passée parce que ça pourrait éventuellement compromettre sa fonction initiale qui consiste à relayer des messages entre les chaînes qui sont connectées à ce dernier. Ouais. Je me suis dit, bon, c'est cool, enfin un endgame pour donner l'utilité à ce token, ça a pump mes bags, etc. et tout, c'est super. Et avec du recul, c'est vrai que c'est quand même une sacrée proposition omnibus. On manque de beaucoup de données quant, pas au market fit, mais à la fonctionnalité des différents modules qui sont décrits ici. Certains sont même d'ailleurs très difficiles à implémenter, comme The Scheduler. C'est quand même quelque chose de techniquement très sophistiqué. Une marketplace pour le block space, mis sous forme de NFT ou autre. Il n'y a qu'une team dans le monde qui va peut-être pouvoir shipper ça. C'est strange. C'est assez intéressant de voir la complexité de la proposition.
Et puis, je me suis dit que, dans le fond, même si c'est un no with veto sur une proposition qui est là pour relever le sentiment de la communauté, c'était pas si critique que ça. Et si on pouvait faire quelques ajustements, ou du moins scinder cette proposition en plusieurs modules plus petits et voir comment on pourrait les faire passer, ça me semblerait plus raisonnable. Voilà, je trouvais que c'était beaucoup d'argent. J'étais pas trop fan à titre personnel de l'idée de transformer le hub en VC. Il y a un autre problème, en fait, dans le VC inclusif, c'est qu'en termes d'échelle, le nombre de Atom Holders, etc., même si on arrive à obtenir des gros deals, en général, les FDV, elles sont limitées et il va en falloir vraiment beaucoup de deals dans un marché précaire pour observer quelque chose d'intéressant sur un capital, avec cette physique-là. Et donc, je me suis dit, c'était peut-être pas ouf de passer, de funder ça, mais de partir sur ce modèle-là. Mais le D'ailleurs, truc qui a voté quoi là? Qui a voté oui déjà ici? Moi, j'ai dit oui, et après, je dis non. Ouais. Ouais. Oh, c'est intéressant parce qu'au final, on a tous exposé notre avis. Moi, j'ai Il y a eu abstain. beaucoup de... T'as abstain? Ok. Ouais, on a abstain avec club staking, mais on tendait plutôt vers le non, ce que je disais à Sam. En fait, heureusement que les gens ont utilisé le no with veto, je pense, parce que si cette proposal était passée, lors de la prochaine exécution qui aurait pu être un upgrade de chaîne, on aurait pu forker Atom, hein, je pense. Oui, clairement. Je suis d'accord. Je n'avais pas aimé la suggestion de force, je sais plus, peut-être Jack. C'est vrai que c'est frustrant parce qu'il y a énormément de travail qui a été fourni pour livrer ce papier-là. Et quand tu te prends un non après avoir fourni tant d'efforts, clairement, ça doit être démoralisant. Et l'outcome, il demeure navrant, quoi qu'il en soit. C'est la merde dans le Cosmos Hub, comme on l'avait indiqué au début. Mais après, avoir des recours aussi extrêmes face à un échec quand on soumet une proposition, c'est aussi quelque chose Pourquoi tant de célérité? Pourquoi toujours vouloir faire passer le truc rapidement? Et si ça passe pas, on ostracise les gens qui partagent pas mon avis. Guys, c'est pas grave. Enfin, on peut itérer, ajuster et faire quelque chose de bien. Et je pense que tous les contributeurs sur cette proposition doivent tout de même avoir une posture irréprochable pour représenter c'est censé être community push, cette histoire-là, et je trouvais que c'était important. Après, l'idée de allocateur et tout, c'est bien, mais ma question, c'est est-ce que l'Interchain a besoin d'une cabale de 10 bonhommes qui balancent des millions dans tous les sens pour bootstrap des chaînes efficacement? Est-ce que finalement, quelque chose de... Je sais pas, après ça, c'était... Moi, je pense qu'on a besoin de 10 bonhommes ultra éduqués qui comprennent, rentrent dans le détail, analysent et font une proposition, un avis à la communauté qui décide ou non de dispatcher les fonds. Par contre, donner le pouvoir à 10 bonhommes aussi intelligents qu'ils soient de déployer et d'allouer les fonds, je pense que c'est une connerie. On est 7 déjà ici, il en manque 3. Moi j'ai une question. Je suis un peu plus néophyte que vous. Donc vous êtes bien revenu sur l'état des lieux. Moi, je suis simple délégateur, donc j'ai voté par l'intermiss de Samy, mais c'est sûr que quand on regarde ça d'un peu plus loin, vous me faites peur, mes amis. Rassurez-moi. Je veux dire, parce que là, on a un état de fait. Il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu une brique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été démoralisés et qui sont partis? Parce que sinon, non. Est-ce que c'est si grave que ça? Je veux dire, on n'est pas. Quelles sont les étapes d'après? Comment ça va procéder? Est-ce qu'il faut vendre mes bagues? Je veux dire, ou j'ai pas vu le marché chuter, moi, sur ce nom avec veto. Je sais pas. En plus, Benoît, toi, t'as acheté à $5, non? Toi, t'as acheté à $5. Il a fait l'ICO. Benoît était à l'ICO. Ouais. Ah oui, t'as acheté à l'ICO. Mais attends, mais t'avais vendu une partie ou tu les avais gardés? Ah non, j'ai gardé, j'en avais pas acheté assez. Mais ça ouvre la porte à une autre discussion, qui est la suivante. Je pense qu'il y a un manque de diversité dans le leadership actuel. Okay? Et ça, je le vois, c'est une communauté, selon moi, okay? Parce que je suis membre d'autres communautés aussi, Osmo, Juno, etc. C'est une communauté qui n'est pas assez active. C'est une communauté qui est plus attentiste. Je parle d'Atom, hein, qui est plus attentiste. Et donc, c'est toujours les mêmes, effectivement, qui produisent de la valeur. C'est toujours les mêmes OG. Mais, et je pense qu'il y a une partie du nom avec veto qui vient de ça. Je pense qu'il y a ce que tu as mis le doigt sur un bon truc, Cam. C'est quand tu as dit, il y a un conseil là de 6 personnes, puis ils vont gérer des milliards. Et c'est toujours les mêmes. Mais il faut se poser la question, mais pourquoi c'est toujours les mêmes? La seule réponse. Il y a un truc, je voudrais juste répondre là-dessus. Du boulot. Les gens souvent vont se plaindre
avec le veto, etc. Mais quand il s'agit de créer de la valeur avec des vraies propositions, comme ce que nous, on a fait avec ces papers, il n'y a pas grand monde. Maintenant, moi, mon espoir, c'est qu'avec Cosmos, à mon avis, qui va devenir un écosystème qui va probablement être la locomotive du prochain bull market, tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont rentrer. Et là-dedans, tu vas avoir des gens capables, tu vas avoir des VC, etc., qui vont s'impliquer dans la gouvernance et qui vont proposer des choses. Et j'ai envie de voir ça. Parce qu'effectivement, il y a un malaise. Il y a un malaise dans le sens que c'est tout le temps les mêmes personnes. Et c'est pas tout le temps les mêmes personnes parce que c'est des mafieux. C'est tout le temps les mêmes personnes parce qu'il y a personne d'autre qui se propose. Tu vois? Alors jusqu'au 28 octobre, on disait Cosmos c'est génial parce que c'est décentralisé. On disait que justement la diaspora, quand Tendermint a explosé ou implosé, whatever you want to call it, mais bref, pendant le Covid, enfin, c'était en 2019-2020, bref, quand Tendermint, l'équipe est partie pour aller faire Osmosis, Strangelove, Sommelier, Oumi, bref, tous ces gens sont partis pour aller faire d'autres trucs. On disait tous, Cosmos c'est génial parce que c'est décentralisé, parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de Vitalik, il n'y a pas l'équivalent qu'on a sur d'autres chaînes. C'est top, et puis c'est génial aussi parce que la diaspora, elle va faire plein de choses, elle va développer plein d'applications et créer de la valeur dans l'écosystème. Et le 28 octobre ou le 29, je sais plus quelle date le papier a été annoncé, tout ça a changé. Et le narratif, il a changé, il est devenu plus centralisé. Et je pense que Adrien, ce que tu disais tout à l'heure, c'est tout à fait accurate. Et puis ce qu'on dit depuis tout à l'heure aussi par rapport à comment ça a été exécuté à la communication. Et je suis même surpris, et en même temps pas trop surpris, mais ce que tu dis, Youssef, par rapport au fait que jusqu'au jour où on a mis le proposal en ligne, ou jusqu'au jour où on a envoyé le papier, les gens pensaient que ça allait passer, enfin, les gens en interne pensaient que ça allait passer. Il y a un peu cette dilution, je pense, au sein de cette diaspora, que voilà, on va pondre ce papier et puis voilà, la communauté va l'accepter et va le faire passer. Et tu vois, Manu Youssef, par exemple, le jour avant que le papier sorte, je sais pas si tu te souviens, mais on était dans un dîner. On avait un peu bu et j'essayais de te sortir les verres du nez pour essayer d'avoir des infos et pour essayer de comprendre le truc. Et même à ce moment-là, tu voulais pas me le dire. Enfin, tu vois, tu m'as un peu sorti des trucs, mais c'était vraiment un secret, quoi. Et je pense que c'est ça qui a un peu spook out la communauté. Le fait qu'on se dise, il y a des gens qui pondent des trucs et qui potentiellement pourraient prendre le contrôle de la chaîne ou pourraient avoir une influence beaucoup trop importante sur la chaîne. Tout ça, ça a été exposé le jour où le papier est sorti. Et je sais pas comment on revient, sur les bases saines à partir de là. Les gars, juste un truc. On met tous de côté, là, vous oubliez tous ce que Ignite était censé être. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que Ignite était censé être. Ils ont levé un fonds de 150 millions de dollars pour investir dans des projets et des chaînes qui étaient censés développer l'écosystème Cosmos et c'était un peu ça. C'était un peu l'allocateur, mais via Tendermint. Bon, Tendermint qui était devenu Ignite. Ils ont toujours 70 millions d'atomes. Hein. Mais Seb, je le sais parce qu'on était en discussion avec Ignite et Ignite souhaitait investir chez nous et je trouvais que c'était vraiment une super initiative parce que je vais te dire un truc. Je vais donner un exemple très simple. La Key Foundation. Pourquoi est-ce qu'on build sur Cosmos? Est-ce qu'on a reçu 1 euro ou 1 dollar de Cosmos? 0. On n'a rien pris. On a eu 0 atome. On est venu chez Cosmos. Pourquoi? Parce que la technologie pour nous était supérieure. On a fait un benchmark de toutes les technologies existantes. La conclusion, c'était Substrate ou Cosmos SDK. On a choisi Cosmos SDK pour le côté permissionless et IBC. Et est-ce qu'on a eu du funding? Non. En fait, on a buildé avec nos petits bras. On était une petite équipe de 5 personnes. On a construit notre chaîne. On a juste forqué Cosmos Gaia. On a forqué Gaia. On a créé la keychain. On faisait partie, je pense, des 6 premières chaînes qui existaient dans l'écosystème Cosmos. Et on a buildé de la valeur. Et aujourd'hui, on est une équipe de 27 personnes. Et on commence à avoir les ressources et l'énergie nécessaires pour pouvoir apporter technologiquement à Cosmos SDK.
Et je pense qu'effectivement, il y a des choses. Bah, je vais vous annoncer un truc là, officiellement. Hein. On l'a fait, on l'a financé nous-mêmes, on l'a fundé. Un truc qui manquait chez Cosmos, c'était des custodians, technical service provider custodian centralisés pour que les institutionnels puissent se positionner sur les assets Cosmos. Et ben, on l'a signé, on l'a payé, on a dépensé $100 000 pour que Taurus, qui est un Taurus TAURUS qui bosse avec des banques, intègre Cosmos SDK comme asset intégré. Et donc oui, alors on l'a fundé nous-mêmes parce que ça sert nos intérêts, mais effectivement, je pense qu'il est pertinent que Cosmos puisse soutenir des projets qui construisent de la valeur holistique. Et ça, effectivement, ça manque. Quand Ignite a implosé, et ben en fait, ça a laissé un vide que Ignite essayait de remplir. Et je pense que l'allocator est critique. Parce que au bout d'un moment, des projets comme nous, on pourrait finir par se lasser de donner et ne rien recevoir et de ne pas avoir le support et le soutien pour l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pareil pour les autres qui aujourd'hui sont des vrais contributeurs technologiques. Hein. Strangelove, Informal Inclusion, tous travaillent. Et nous, on attend à ce que ICF continue de développer de la tech pour Cosmos SDK parce qu'on en bénéficie nous aussi. ICF ne développe pas de tech, hein, by the way. Enfin, ICF finance de la tech. Coordonne les projets technologiques. Bah, c'est ICF quand même qui a coordonné le delivery de Interchain Account. Donc, sans ICF et sans le project management d'ICF, on n'aurait pas eu l'Interchain Account. Anyway, tout ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a plein de choses à garder dans la prop 82 et que des projets comme les nôtres, ben, il n'y en aura pas des tonnes et il faut pouvoir pousser un maximum de projets comme ça pour aller faire le taf d'évangélisation, tu vois, aller chercher les instits d'un côté, aller chercher des builders d'un autre. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Moi, je rentre de Lyon là aujourd'hui. J'avais 3 minutes de retard parce que je rentrais de Gare de Lyon. J'étais à l'INSA Lyon, on a signé un deal avec le département informatique de l'INSA de Lyon, on les parraine, on ajoute un module blockchain 100% Cosmos à l'INSA Lyon, au département informatique. C'est des efforts qu'on porte, nous, mais qui, je l'espère, vont apporter de la valeur sur le long terme à tout l'écosystème. C'est parce que c'est l'Institut d'aéronautique? Pardon? C'est parce que c'est l'Institut supérieur d'aéronautique, le Cosmos? Non, Institut national des sciences appliquées. Non, mais de toute façon, à terme, c'est le Cosmos, hein, avec plein de blockchains, de faire ça. Mais par contre, moi, je suis pas trop d'accord avec Ignite. Ignite, ils sont en train de lancer leur Launchpad. Donc, ils vont les onboarder. Hein. Ils ont juste mis énormément de temps. Et tout le monde l'attendait depuis très longtemps. Mais ils sont vraiment en train de le faire. Donc, d'ailleurs, en tant que validateur, il y a un formulaire. Vous devrez remplir. Ouais. Et ils ont plein de projets dans la pipeline. Et donc, il y a des projets qui vont sortir. Mais juste pour revenir un peu sur ce que tu as dit, Youssef, mais tu sais, les contributeurs, en fait, je pense qu'il y a plein de gens, même au sein de la communauté, qui aimeraient contribuer, dont nous. Mais par exemple, ce qui s'est passé, en fait, avec Atom 2.0, c'est que ça a été fait, en fait, dans un petit groupe, pas forcément public. Et c'est sorti en fait au Cosmoverse. Nous, on aurait aimé en fait lire un peu avant, avoir des discussions bien avant et contribuer en fait là-dessus. Donc, tu vois, tout le monde est un peu ouvert. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions. Au final, moi, je vous rejoins à 90%. Il n'a rien demandé. Exact. Non, mais je vais pas non plus me désolidariser. Mais c'est vrai que au final, toute cette histoire, c'est pas le quoi n'est pas le problème, c'est le comment le problème. Ça a été un problème de communication parce que finalement, si on synthétise tout ce dont on a discuté aujourd'hui, je vois 80% de problèmes de ce qu'on dit en anglais optics, donc la perception finalement. C'est que de la perception. Ça c'est le premier. Le deuxième point, je pense que Reda il a mentionné quelque chose de très important au début de ce call, c'est que je pense que on a fait les choses un peu à l'envers et qu'il faut d'abord réformer la gouvernance en termes de structure de financement. Parce que cette histoire de community pool, c'est n'importe quoi, c'est un fourre-tout et tout le monde se sert, c'est underfunded, c'est n'importe quoi. Et c'était l'idée derrière la trésorerie. Et je pense qu'il faut d'abord réformer ça. Comment est-ce qu'on attribue l'argent? Parce que c'est un écosystème qui brasse beaucoup d'argent et donc il faut qu'on puisse faire quelque chose avec cet argent. Et aujourd'hui, effectivement, les initiatives sont un peu éparses
et ça va dans tous les sens. Et il n'y a rien de concret. Et c'était aussi ça derrière l'idée de Atom 2.2, 2.0, c'était d'arriver avec une grande vision et ensuite d'appliquer. Mais c'est vrai que bon, on aurait dû slicer ça, on en a déjà parlé. Mais c'était parce que quand tu vois aujourd'hui les community spend sur le hub, c'est quoi? C'est moi je veux 5 000 euros pour Cosmoverse, moi je veux 10 000 euros pour faire une caméra vidéo, tu sais, c'est n'importe quoi, on peut pas fonctionner comme ça. Et si et si tu ne réformes pas, je vois cette histoire de oui, mais on va augmenter la taxe de 20%. Tu sais, on va passer de 2 à 10%. Ok, c'est bien. Mais si tu réformes pas la manière dont tu donnes les fonds, il n'y a rien qui va changer. Il faut pouvoir, si tu veux scaler le Cosmos Hub, Totalement d'accord. scaler la gouvernance et la gouvernance financière. Il n'y a pas de gouvernance financière aujourd'hui. Et je pense que cette histoire personnellement, moi j'ai envie de voter non à cette histoire-là de passer, d'augmenter l'inflation, la taxe sur l'inflation à 10%, parce que le problème n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Il faut d'abord réformer comment est-ce qu'on donne de l'argent, etc., avec des vraies structures. Et tant qu'on veut que tout le monde vote sur tout, et ça, c'est aussi un problème du on-chain governance. Et du coup, Youssef, est-ce que tu peux pousser, pousser un allocator? Est-ce que tu peux pousser que la première proposal qui passe là et qui se travaille soit une proposal de gouvernance sur l'usage de la community pool ou de n'importe quel autre pool qu'on pourrait créer, et qui est une sorte de council qui juge les potentiels proposals qui sont fournis. Mais je pense que c'est un bon point. Je pense que maintenant, si cette proposal va on-chain, parce que je pense que ça a été proposé par Simply Staking, je pense, si ça va on-chain et que c'est voté, donc un oui, logiquement, si on veut avoir un peu de cohérence, la prochaine étape, ça serait de dire, OK, on a augmenté l'inflation la taxe de 2 à 10%. Maintenant, il faut aussi réformer comment est-ce qu'on va donner cet argent. Et à mon avis, il faut des structures dédiées. Il faut des structures dédiées parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont être choqués ici, mais moi, je ne pense pas que la solution, c'est que tout le monde vote sur tout et n'importe quoi. Je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que les votes doivent être faits de manière stratégique et qu'il faut accepter à un moment donné qu'il y ait des structures autonomes qui gèrent une partie des fonds. Je ne parle pas d'une structure de 6 personnes qui gèrent 500 millions d'euros. Je parle de dizaines ou de une dizaine de structures qui ont des budgets dédiés pour gérer des problématiques spécifiques. Et que quand c'est toute la communauté qui vote sur tout, tu commences à avoir beaucoup de politique. Je suis d'accord. Tu commences à avoir beaucoup d'insultes. Tu commences à avoir la culture qui part en cacahuète. Et c'est ce qu'on a vu. C'est un peu comme les sub-DAO chez Juno. Mais effectivement, tu peux dire que pendant 1 an, 2 ans, tu as la community tax qui est à 10% au lieu de 2%, et on met des sub-DAO qui sont autonomes. Et si jamais la communauté n'est pas satisfaite des outcomes de chacun, boum, on recut. Je pense que ça peut être donner le bénéfice du doute et laisser la chance à une telle opportunité. C'est quelque chose qui peut se discuter, effectivement, hein, je pense. En fait, si tu veux discuter de ça, tu vas sur le channel Polkadot et t'inquiète, hein, tu as déjà tout ce que tu veux. Hein. C'est exactement comme ça fonctionne là-bas. Hein. Mon modèle mental sur la gouvernance, c'est qu'il faut arriver à un sweet spot entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enjeux stratégiques, ultra stratégiques, doivent toujours relever des compétences du vote direct, et qu'à l'intérieur de ça, tu dois pouvoir déléguer, démocratie représentative. Donc, certains enjeux qui doivent être délégués, d'autres qui doivent être gardés. Parce qu'on peut pas tout gérer avec le vote direct, à mon avis, parce que je ne pense pas qu'il y ait un système qui peut scaler. J'ai un fort doute, La Suisse ne serait pas d'accord avec toi. Et la Suisse, c'est vrai, mais la Suisse, je veux dire, c'est une petite économie. C'est pas, ils sont combien d'habitants, les Suisses? Et est-ce qu'ils gèrent tout eux-mêmes sur toutes les problématiques, ou c'est des cantons? Parce que les cantons, c'est quoi? C'est des quelques milliers d'habitants, des cantons. Écoute, c'est déjà ce qui se passe avec moi, à titre personnel, j'ai pas voté, j'ai délégué. Donc, je veux dire, c'est pas déjà ce qui se passe avec les validateurs et les délégateurs. On n'est pas sur du vote direct, non?
On peut voter. Bah, Ouais, tu peux override. Moi, Override ton vote. je vote Oui. sur des votes. Ben, c'est pas mal, ça, non? ouais, Mais moi, je moi, suis j'avais une pas. question Ouais. plus simple. J'avais une Vas-y, question Benoît. beaucoup plus simple, d'un point de vue de néophyte. C'est-à-dire que moi, je vois déjà, quel est l'impact du statu quo? Est-ce que le statu quo est problématique ou pas? Parce que je veux dire, il y a Très rejet, il y a quelque chose qui fonctionne. Moi, à titre personnel, hein, c'est-à-dire que j'ai pas une connaissance aussi précise que vous de l'écosystème, mais je le vois évoluer. Je vois que tout le monde utilise le SDK. Quand quelqu'un veut lancer une blockchain, ce qu'a dit Reda, souvent ils utilisent le SDK de Cosmos. Bon, il y a eu des crashs mémorables, mais ce qui suppose des réussites précédentes. J'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue externe, que sur l'état actuel, c'était quand même fonctionnel. Et alors, je me doute bien que ça pourrait être amélioré, mais déjà, est-ce que le statu quo est grave? Et ensuite, quelles sont les évolutions probables, étant donné que ce papier a été rejeté? Est-ce que, Quel est le futur? est-ce que tu parles du hub ou tu parles de l'écosystème Cosmos? Du hub. Alors, effectivement, Ah oui. moi, je parle du hub, c'est-à dire que je Moi, réfléchis, quand je je pense réfléchis, que le je vais statu je vais vous quo, faire un Benoît, aveu. le Je statu vais vous quo faire un pour le aveu quand hub je réfléchis. serait grave, à Bah mon oui. avis, hein, d'un point de vue économique. Moi, ce que je pense, c'est que si on fait rien, ce qui va se passer, c'est qu'on se dirige vers une mort lente. Ce paper, il était très ambitieux et on voulait réinventer. C'est sûr qu'on est parti un peu trop vite, la communication, etc. Mais c'était vraiment repositionner, donner un nouveau rôle. Parce qu'aujourd'hui, Atom ne sert à rien. Il n'est pas utilisé pour le gaz, il est utilisé pour rien du tout. Et donc, si on ne fait pas quelque chose, un début de quelque chose, pas forcément Atom 2.0, mais au moins un killer app. Par exemple, le Intention Security, si c'est bien géré, je pense que ça peut apporter pas mal de valeur. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas, mais il faut aller de l'avant. Sinon, je pense qu'on va droit dans le mur, puis ça va prendre 5-10 ans, puis Atom va aller au musée des anciennetés. C'est ça ce qui va se passer. Benoît, C'est ce que vous pensez tous ici? Non, moi, je ouais, pense moi, ma thèse, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de tendre vers un monde où la liquidité est en train de disparaître. Le monde où les blockchains avaient des inflations de 10, 15, 20, 30, 40, 50%, et dont la valeur des assets continuait à augmenter juste parce que les gens avaient un espoir de gagner plus d'argent dans le futur, c'est une thèse qui ne fonctionne plus. Il faut extraire de la valeur quelque part, à un endroit. Et aujourd'hui, je pense que le timing de la Prop 82 est très, très pertinent, hein. Les mecs qui sont derrière ont bien vu le problème avant beaucoup de monde et ils ont proposé une solution. Le seul truc, c'est que effectivement, la façon dont ça a été proposé, c'est pas la bonne. Mais je pense que vraiment, il faut faire quelque chose. Sinon, Atom risque de mais, perdre sa splendeur. mais ce sont quand même des gens qui sont still in the game, qui ont rejeté la proposition. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que le marché, visiblement, a préféré le statu quo à Atom 2.0. Et c'est pour ça que je me demande si c'est si Je pense grave. qu'il Tu ne vois, sera le pas- marché, non, j'ai c'est pas l'impression. non. Le non, c'est pas en fait, c'est pas un rejet de toute innovation. Ouais. En fait, il faut juste amend C'est ça. ou isoler certains éléments et on va aller de l'avant et très vite. Et ça va pas se faire sur 5 ans ou 10 ans. Alors, on est un peu pressé tout de même parce qu'on est on est quand même dans un secteur où les choses avancent vite et où il y a une notion de voilà, il y a de la compétition et on doit être quand même assez agile sur ce type de progrès. Mais je pense que le non with veto, c'était pour éviter. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui détruit l'initiative. Hein. Ça peut continuer. Il faut Ouais. juste. Ouais, je suis totalement d'accord avec Samy. En fait, il y aura plein de choses qui vont apporter de la valeur à Atom. La première étape, c'est quoi? C'est Interchain Security. Donc, la première chose à faire, c'est de faire Interchain Security, avoir au moins un MVP, attirer des projets avec Interchain Security et faire prendre de la valeur au token Atom avant de passer aux autres choses, l'allocator, etc., etc. D'abord, faites une chose, faites-le bien, et ensuite on passe aux autres choses. C'est tout. Enfin, en tout cas, c'est notre vision. Désolé les gars, faut que je vous laisse. Salut Reda. Merci Reda. Salut Reda, merci beaucoup. Échanger Ciao. avec vous mais je pense qu'on est tous Salut. alignés. Hein. Salut. Ciao. Salut. Ciao, ciao. Et du coup, vous, les prochaines étapes d'évolution du protocole, vous les voyez comment? L'évolution probable dans les mois à venir? En fait, quels sont les grands enjeux à surveiller? Alors, est-ce que moi, ce qui m'inquiète, alors je vais te répondre, Benoît, ce qui m'inquiète vraiment, après avoir vu comment la communauté
a réagi à la proposition 82, c'est d'avoir une situation où les consumer chains, certaines d'entre elles, ne sont pas validées au vote. Et ça serait très, très grave. Parce que tu as Circle, tu as Circle avec USDC qui doit passer par un vote. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que le module lui-même n'a pas encore été voté, le module, parce qu'il n'est pas prêt. Une fois qu'il va être prêt, il va falloir le voter. Bon, en principe, voter le module ICS, ça devrait être un vote avec résultat de dictateur africain, ça devrait être du 99%, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as USDC, donc Circle, qui est un stablecoin centralisé, et là, tu as Jaquan qui va arriver, qui va dire « Ah, c'est le diable, etc. » Ça risque de foutre la merde. Moi, il y a des discussions internes entre nous, et on a sérieusement peur. On a vraiment cette inquiétude qu'il y a des chains, des consumer chains qui vont pas se faire voter. Et si ça, c'est le cas, c'est le désastre, parce que ça veut dire que Interchain Security est amputé avant même d'avoir commencé. Tu vois, j'espère me tromper. Je ne dis pas que ça va arriver. Hein. Ouais, moi, je pense que tu te trompes, parce que justement, par exemple, sur cette proposal, on pourrait penser que c'est un peu l'influence de Jaquan et ses quantités astronomiques de atomes qu'il possède avec tout ce que tu veux, avec IBA ou ce que tu veux. Mais en fait, c'est complètement faux. Là, si tu regardes, le vote, il est passé en no with veto, mais de peu. Hein. Et comme tu vois ici, rien que dans le talk, je pense que déjà rien que si on avait changé de vote, on était quasiment pas loin d'avoir une réussite. Donc en fait, je pense qu'il a de l'influence, c'est sûr, mais je pense pas que ça soit l'influence extrême. Non, mais il a beaucoup d'influence. Je veux dire, ce vote, moi je pense que je vais pas dire qu'on l'a perdu à cause de Jay, mais je pense, en fait, oui, on l'a perdu à cause de Jay. Parce ça a vachement joué. Hein. Ça a énormément joué. J'allais dire, est-ce qu'on parle du elephant in the room? Parce qu'on n'a pas parlé de Jay, on n'a pas parlé d'Adam One. Le nom avec Veto, si on met les choses dans leur contexte, là, le nom avec Veto, il est passé avec 1% de plus. C'est-à-dire qu'on a fini à 34,7. Normalement, c'était 33,6. Donc, on a perdu d'1% parce que le positif, il était largement au-dessus du négatif. Et je peux te dire que pour avoir vraiment fait partie de cette équipe où on a fait tout le lobbying, etc., qu'il y a une bonne partie du nom. Je ne peux pas te dire combien, mais c'est au moins un tiers, si ce n'est pas la moitié, qui vient de Jay. Donc, son influence, elle est massive, là. C'est pas un petit truc. Non, mais c'est normal. Mais après, comme je dis, sur une proposition comme qui va arriver, par exemple, à ICS, je vois pas en quoi il pourrait influencer quelque chose, quoi. Genre, il va avoir un 10-20%, mais pas plus, quoi. Tu vois, sur la proposition globale, en fait, je crois que c'était 47% de oui. Donc, à la fin, en fait, tu as eu 53 quand même % de la communauté qui était pas voté oui pour Atom 2.0. Donc, enfin, tu vois, on avait quand même une communauté fracturée, il faut le dire. Les chiffres, je peux te les donner. Ok, donc au niveau des de toute façon, c'est en chaîne. Hein. Au niveau des wallets individuels, bon, c'est-à-dire non pondérés, tu vas me dire ça compte pas, mais je pense que ça donne quand même une idée. 78% de oui. Au niveau du vote pondéré, 48% de oui, et la somme de non et non oui avec veto, 40%. Donc, on est 8% au-dessus, largement au-dessus. Donc, finalement, je pense que la communauté, elle est d'accord avec le projet. Maintenant, on en revient aux erreurs qu'on a faites sur le travail en secret, la communication, optics, etc. Mais finalement, je pense que les gens sont d'accord sur la vision. Ils veulent juste qu'on slice ça, qu'on séquence ça. Et je pense que le but, c'est ça qu'on va faire. Et ça devrait aller. Maintenant, moi, ce que j'espère pour cette communauté, pour le hub, c'est qu'on voit l'émergence de nouveaux leaders pour diversifier, parce qu'on ne peut pas, ceux qui sont en ce moment font un travail formidable, mais on doit avoir un peu plus de décentralisation dans le leadership. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de leadership, il faut plus de leadership. Est-ce que c'est pas aussi un problème de leur côté, justement, avec le fait que, justement, ils voulaient un peu s'approprier le Cosmos Hub? Alors que si vraiment ils souhaitaient inclure plus de personnes, le paper aurait été ouvert depuis le départ. Il n'aurait pas mis en on-chain comme ça, sans avoir consulté potentiellement la communauté, se dire « Ah bah tiens, regardez, c'est Stacklab, Imperator, Seb, The Interop ou whatever, s'implique vraiment dans la discussion, ok, on l'inclut dans le paper. » Ils ont vraiment apporté quelque chose. Là, c'était vraiment l'idée, c'était s'approprier
Vraiment, Non, je je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord parce que là, c'est comme, je veux pas dire des procès d'intention, mais non, je suis pas d'accord parce que au final, c'est qui a les ressources pour faire ça? C'est eux. Ok, c'est qui a les ressources techniques? Comme Sam, il a parlé d'un point très important. Il a dit le scheduler, c'est hyper complexe et c'est la vérité. Comme quand on a fait quand moi j'ai parlé avec Sam, donc pas toi Samy, mais Sam Sam Hart, Hart. qui est vraiment l'architecte de ce white paper. C'est lui qui a le pen holder, le plus gros pen holder, 80% du papier. Et c'est un gars qui est formidable, brillant, super intelligent, tout ce que tu veux. Et il m'a dit, écoute, ce projet-là, le scheduler, il n'y a pas deux équipes dans le monde qui sont capables de le faire. On est les seuls à pouvoir le faire avec nos ressources d'ingénierie. Donc, ce qu'on a posé, il n'y a pas Youssef, qui était capable de le mettre en place. Donc, c'est normal finalement que ceux qui vont proposer ce paper sont ceux qui vont l'implémenter parce qu'ils ont les ressources pour le faire. alors Youssef, on peut un peu discuter du scheduler et actuellement, en fait, il y a plein de soucis au niveau du scheduler. Juste pour expliquer un peu plus ce que c'est un marché en fait du block space. Et l'idée en fait, c'est de vendre du futur block space. Donc déjà le premier problème, c'est ça, c'est le fait de vendre du futur block space. On ne sait pas exactement combien un bloc futur va générer en tant que en MEV, et donc là-dessus c'est assez compliqué. En fait, c'est le bloc actuel où on sait combien de MEV ça va générer. Et le deuxième problème, c'est assez compliqué en fait d'imposer à d'autres chaînes de leur faire vendre en fait leur propre block space pour les atom holders. Donc ça, il faudra aussi travailler en fait à ce niveau-là pour dire aux chaînes, voilà, vendez votre block space, mais ça va bénéficier en fait aux atom holders. Ça, c'est un peu compliqué. Et le dernier point, c'est que si jamais au niveau du scheduler et le block space n'est pas vendu, alors du coup en fait ça va générer de la congestion au niveau du réseau. Et là en fait où justement ça aurait été bien en fait de travailler là-dessus publiquement bien avant, c'est qu'actuellement on a une équipe qui s'appelle Skip qui travaille en fait sur ces points-là, qui travaille avec beaucoup d'équipes, avec Juno, Evmos, Osmosis sur le MEV, et qui actuellement, justement ça a été devenu public, travaille du coup avec Sam, avec Sunny aussi, et avec Tarun Chitra de Bain Capital, qui travaille là-dessus en fait pour sur ces points-là et faire progresser en fait le scheduler. Et c'est là où on voit en fait, tu vois, du coup, toute la communauté qui contribue en fait pour les bénéfices du hub. Le MEV, moi je pense que c'est un marché. Personnellement, moi je suis pas un grand fan du MEV parce qu'on est en mode extraction, on n'est pas en mode création de valeur. Moi je milite pour la création de valeur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est quand même un marché énorme qui est appelé à se développer et qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'extraire de la valeur dans la MEV. Il y a plusieurs façons. Sam Hart, c'est quelqu'un, encore une fois, d'extrêmement talentueux, de brillant. Zaki, c'est un des plus grands spécialistes MEV, je pense, dans tout le domaine de la blockchain, pas juste dans le Cosmos. Donc, je pense que c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui sont en mode visionnaire, dans cutting edge, parce que les équipes qui peuvent bâtir ça, encore une fois, il n'y en a pas 36 000. Donc, il n'y a pas qu'une seule solution pour le MEV. Moi, je ne suis pas un spécialiste MEV, full disclosure, mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'extraire de la valeur. Tu as Skip, Metatech, etc. Mais je pense que l'option que Zaki et Sam ont proposée dans Atom 2.0 fait du sens. Il y a beaucoup d'expérimentation et c'est un domaine nouveau. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir d'expérimentation. Bien sûr. Moi, finalement, j'ai toujours dit le statu quo, c'est ce qu'il faut éviter avec Atom. Et ça, c'était un bet qui est bold, qui est ambitieux. Et on va voir ce que ça va donner. Il n'y a rien sans risque. Et on peut le statut, c'est juste ça. Donc on prend un bet sur le MEV, on sait que c'est gros. On prend un bet sur le allocator, puis on fait le reste avec le liquid staking, puis le interchain security. Je pense que la vision, elle était bonne, encore une fois. Maintenant, moi, je pense pas que tout ça c'est foutu, parce que finalement, les gens sont d'accord avec le quoi. Maintenant, il faut juste qu'on s'entende sur le comment on va le faire, avec quels fonds, comment est-ce qu'on va structurer ces fonds, etc. Et il faut aller plus doucement. Moi, c'est ce que j'ai compris avec la communauté Atom, c'est qu'il faut aller beaucoup plus doucement. Il faut expliquer, parce qu'au final, tu arrives chez une communauté où il ne s'est rien passé depuis 2019. Il ne s'est jamais rien passé. C'était devenu un meme coin.
Puis là, tu arrives, puis tu leur dis, écoutez les cocos, vous comprenez rien. Maintenant, on va faire de la réingénierie, puis on rase tout. Vous n'allez plus avoir de stacking reward. Puis c'est comme ça que ça va se passer. Mais moi, je comprends. Je comprends. Il y a surtout ça. Et comme tu disais, c'est des sujets hyper complexes. Il y a quelques ingénieurs qui comprennent. Et là, vous me balancez un paper de, je sais pas combien, à la communauté qui est là, genre, mais mec, attends, déjà, aller voter pour qui est le prochain président, c'est compliqué. Alors là, t'arrives avec ton truc hyper complexe, mec, moi, je suis paumé, quoi. Et donc, c'est normal, les mecs. Non, c'est peut-être moins compliqué qu'un programme de candidats, hein, je pense. Ouais, peut-être, à vrai dire. Il y a peut-être moins de bullshit, à vrai dire. Mais dans l'idée, je pense que c'est vrai que des campagnes qui auraient été faites, mais genre éducationnelles, pour essayer de faire comprendre comment ça fonctionne, ou toutes ces choses-là, bah, ça aurait été énorme. Les mecs, ils se seraient dit, OK, je comprends exactement les risques, les intérêts et comment ça va se passer. Et derrière, on pose ça petit à petit, puis let's go, quoi. Donc, je pense qu'on est tous arrivés un peu sur un quorum, hein. Dans l'idée, on est tous à peu près alignés. Après, avoir justement, bah oui, comme tu dis, comment on va le fund. Et je pense qu'en prenant un peu de temps et potentiellement en faisant des petites vidéos, je sais pas, hein, des trucs communicatifs, éducationnels pour que les gens comprennent, je pense que là-dessus, il n'y aura aucun problème pour que les prochaines passent sans problème au niveau de la gouvernance. Mais ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, la proposition de valeur principale actuellement du Cosmos Hub, c'est sa sécurité économique. Du coup, arriver comme ça en disant on va changer tout ça, forcément, tu as des gros stakeholders qui vont dire doucement, prenez un peu plus de temps et on arrivera à la fin à un compromis. Mais c'est sûr, après, on veut tous la même chose, hein. On veut tous que le hub aille bien et que ça apporte de la plus-value, forcément. Ouais, et peut-être le Atom LFG 1K, c'était peut-être un peu trop aussi, hein. Les mecs, on va dump le token x100, t'inquiète, je te jure, il n'y a aucun problème derrière, ça va pas dump, hein. C'est pas une bonne com, ça non plus, ouais. J'ai une question pour vous tous. Alors, bon, on a tous bien débattu Atom 2.0 et l'approche du papier Atom 2.0 pour pouvoir créer un modèle de sécurité partagée, pouvoir funder des projets et pouvoir adresser, en fonction de à qui on demande le problème ou l'opportunité de la MEV. Que pensez-vous de l'approche Osmosis qui est assez différente, mais qui a la volonté de vouloir adresser les mêmes problèmes. Si on écoute parler Sony et les fans d'Osmosis, et une meilleure approche. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que Cam n'a pas le droit de répondre à cette question par conflit d'intérêt. Mais vas-y, on va pas répondre. Non, mais vas-y, donne justement ton avis un peu, genre, vu que vous êtes plus dans le coup, peut-être. En fait, le truc avec Osmosis, c'est que tu as une core team derrière. Tu as une core team qui te donne des directives, forcément, et donc, du coup, ouais, ça peut aller beaucoup plus vite. Surtout que tu as Sony Dev derrière qui savent exactement, qui connaissent très bien Osmosis, qui savent ce qu'il faut prendre comme directive. Donc, voilà, on va dire que ça va être un peu plus clair que le Cosmos Hub où tu as plein de teams un peu différents qui arrivent et tu as des directives un peu à droite à gauche. Donc forcément, sur le Hub, ça va être un peu plus compliqué dans ce sens. Mais ouais, après, sur Osmosis, au niveau du MEV, il y a plein de choses qui arrivent. Actuellement, d'ailleurs, ils travaillent avec l'équipe de Skip pour que la blockchain Osmosis elle-même récupère l'ensemble du MEV sur Osmosis et le donne aux stakers d'Osmo. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Tu as aussi tout ce qui est, on va dire un peu en compétition avec Interchain Security, qui est le Mesh Security. Donc ça aussi, c'est une autre approche. Mais l'avantage, oui, avec Osmosis, c'est que tu as une core team derrière, donc du coup, ça peut aller beaucoup plus vite. Ouais. C'est quoi la question exactement? J'ai pas entendu la question. Quel est est-ce que l'approche Osmosis est meilleure ou non? Ok. Non, ils ont une approche différente, hein. Après, c'est vrai que ce qu'il faut un peu le non, je devrais reposer la question. Est-ce que l'approche Osmosis va produire plus de valeur et sera mieux exécutée que celle du Cosmos Hub? Ça fait beaucoup de spéculation là, dis donc. Je sais pas si je vais m'engager dans un débat, un débat pareil. Je la connais pas l'approche Osmosis, mais ce sera non with veto pour moi. Voilà, merci. Non,
du mesh security. D'ailleurs, quand on a commencé lorsque l'idée du interchain security a commencé à faire surface, et qu'il y avait cette idée de interchain security 1, interchain security 2, interchain security 3, la prochaine étape pour moi, interchain security 4, c'était mesh security. Enfin, je sais plus avec qui j'en ai parlé, mais je leur ai dit, l'idée, la suite logique de cette progression, et c'est que les chaînes puissent se valider entre elles-mêmes, et je trouve ça totalement super intéressant comme concept. Ce qui permet d'avoir effectivement une mèche de sécurité entre les chaînes. On est moins dans un modèle hub and spoke, mais plus dans un modèle de mèche, quoi. Voilà, ça c'est dans le nom. Et puis derrière, ça permet aux chaînes aussi de générer du revenu. Voilà, je pense que de toute façon, ça va tendre vers ça. Jane, vas-y. C'est deux approches complètement différentes, hein, l'interchain security et le mesh security. Et je pense que les deux peuvent coexister ensemble, il n'y a aucun problème. Et les deux apportent de la valeur. Est-ce qu'il y en a une qui apportera plus de valeur? L'avenir nous le dira. Mais il y a quelqu'un qui on sait des chaînes qui ont des relations économiques qui se prêtent mutuellement leur sécurité à la place de tout ça. Ah, ok, ouais. Comme l'OTAN, voilà, comme l'OTAN. Donc, c'est-à-dire que tu deviens à la fois provider, puis tu bénéficies de la sécurité en même temps. Donc, dépendamment des chaînes avec qui tu fais. Moi, je pense que ça va scaler plus facilement. Maintenant, comme Adrien a dit, je pense que ce sont deux modèles complètement différents et que potentiellement, il y a de la place pour les deux. Et puis, anyway, je pense que Mesh Security, à mon avis, je veux dire, on n'est pas du tout prêt pour ça, techniquement parlant. Je pense que le prototype, là, mais même pour une interchain security, nous, on a... La Game of Chain. Ouais, mais regarde. Est-ce que ça marche? Pour moi, la V1, elle est absolument pas viable. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, je vais avoir vos avis, Samy, Adrien, comme vous êtes des validateurs, d'ailleurs, même pour toi, Sam, c'est que, en fait, l'idée de la V1, c'est que tu vas avoir un node principal pour le hub et tu vas avoir d'autres nodes, en fait, pour les consumer chains. Imaginons le hub a 10 consumer chains, du coup, tu vas avoir au minimum 11 nodes. Tu vas devoir faire run 11 nodes au minimum. En termes de coût, pour les petits validateurs, tu les obliges à run d'autres nodes. Ça peut être complètement. Pour moi, ça peut être compliqué. Ils sont pas surtout obligés. Pour les petits. Non, pour la V1. Pour la V1, ils sont obligés. C'est à partir de la V3 où tu as une opt-in. Et là, en fait, les validateurs vont pouvoir choisir quel consumer chain valider. Mais la V1, pour moi, elle est pas... C'est un overhead de malade pour les ingénieurs. Et puis, tu te fais slasher si tu fais une erreur sur une consumer chain dont la valeur économique est parfois médiocre. Tu te fais slasher sur le hub, ce qui est un outcome. Là, par exemple, tu vois, c'est un très bon exemple. Hein. Mon validateur sur Game of Chain, il tourne sur la chaîne provider. Mais littéralement, j'ai un problème. Je n'arrive pas à lancer. J'ai essayé toutes les techniques du monde. Je n'arrive pas à lancer les autres chains. Et pourtant, je me fais pas slash. Donc, ça veut dire que tu peux très bien tourner sans les consumer chains. Hein. Mais ouais, la V1, en fait, ils voulaient l'implémenter sur tous les validateurs du hub. Et en fait, à la V3, tu as une opt-in, une option pour choisir en fait quel consumer chain tu valides. Donc, pour moi, ça c'est à vérifier, mais si tu peux les lire, hein, c'est sur les papiers. Hein, la V1, non, parce qu'effectivement, ça peut être problématique. Si tu me dis que tous les validateurs, y compris les plus petits, sont obligés de run toutes les nouvelles consumer chains, alors qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour, oui, c'est potentiellement un problème. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va être les plus gros qui vont récupérer ça. De toute façon, est-ce que tu as le choix? Si tu veux provide de la valeur pour tes délégateurs, tu n'as pas le choix en fait. Tu es obligé de les faire tourner. Parce que on va dire si tu le faisais pas, pourquoi tu irais déléguer chez ce mec s'il te rapporte rien, quoi? Ça peut être compliqué. Tu vas aller sur ce mec qui te run des providers. Ouais. Et après, en fait, Mais après, on avait discuté justement avec Jelena et Jack à ce sujet-là. Ils sont en train de travailler là-dessus pour trouver une solution et qui soit viable. Mais ouais. Et après, c'est pareil en fait pour les opt-in. Si jamais, je sais pas, tu as un validateur qui fait toutes les consumer chains, un autre qui en fait pas du tout, forcément, tu auras des délégateurs qui vont aller chez le validateur qui a toutes les consumer chains parce qu'ils vont recevoir les rewards des consumer chains. Et du coup, ça peut provoquer en fait de la centralisation sur le hub. Donc, déjà, ça sera excellent. Sur Excellent, c'est pareil. Si tu runs plus de RPC, en gros, tu donnes plus de rewards à tes délégateurs. C'est pareil. Mais tu vois, il y a tous ces soucis en fait où il faut encore
penser en fait. C'est pas encore, voilà, faut penser encore à tout ça pour pouvoir avoir un truc qui puisse être convenable en fait pour le hub. C'était un petit message d'espoir pour finir. C'est voilà pourquoi vous avez choisi Atom à toutes les autres et le Cosmos Hub et même l'univers Cosmos plutôt que les autres. Parce que c'est vrai qu'on a été quand même, on a parlé beaucoup des problèmes. Moi j'aime bien les petits messages d'opium sur la fin. Qu'est-ce qui fait que vous restez là et en fait qu'est-ce qui vous retient dans cet écosystème? Il y a Atom, puis après il y a l'écosystème Cosmos. Je pense que l'écosystème Cosmos, on n'a pas besoin d'en parler. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux, à mon avis, à tous les niveaux en termes de technologie, en termes d'interopérabilité, de communauté, etc. Maintenant, sur Atom même, moi, c'est plus un côté sentimental parce que c'est la plus ancienne chaîne, c'est la plus grosse et qui a toujours eu beaucoup d'attentes et que surtout, cette chaîne-là a beaucoup donné pour toutes les autres chaînes. Et donc, pour moi, le moment est arrivé de le wake-up call. Et c'est juste ça. Donc, j'espère que ça va pouvoir se faire parce que ça serait triste que cette chaîne-là, qui est la plus ancienne, qui s'est beaucoup sacrifiée pour le développement de tout l'écosystème, finisse par mourir d'une mort lente parce que par manque de leadership, et donc moi je compte rester impliqué dans cette communauté. Il y a du talent. Je pense que le projet Atom 2.0 est viable. Il faut juste, à mon avis, le repackager, comme Cam a dit, il y a un consensus ici autour de cette table, qu'il faut repackager, il faut aller plus lentement, il faut faire plus de pédagogie. Mais je pense que le projet, il est viable et que si on est capable d'aller jusqu'au bout, à mon avis, on a un top 10 dans Atom. Mais il va falloir délivrer, ouais. Il va falloir délivrer. Ça va prendre peut-être plus de temps. Mais il n'y a pas de raison que ce soit pas un top 10. Enfin, la raison, c'est que le team ne délivre pas ou que la communauté refuse que les teams délivrent. Mais si on délivre, je veux dire, Polkadot est 11e, 10e aujourd'hui, l'écosystème Polkadot, il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'ai commencé avec Polkadot, hein, full disclosure, j'ai commencé avec Polkadot. J'ai vu qu'il ne se passait pas grand-chose. J'ai passé quelques semaines. Polkadot, c'est un staple asset. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans Polkadot? Il dit, peu importe ce qui se passe dans Polkadot et même s'il se passe de rien, ça reste un staple asset. Pas stable, un staple dans le sens où c'est je sais pas c'est quoi le terme en français, mais bref, et qu'il y a toujours des fonds qui vont acheter ça, ça va servir de collatéral, c'est un espèce de meme coin, quoi, un peu comme le Bitcoin ou, enfin, bon, j'exagère un peu. Taurus le supportait peut-être déjà depuis un moment, c'est peut-être pour ça. Voilà, il y a un meme qui est rattaché à Polkadot et je pense que ça, ce serait dommage que ça se passe à l'atome, mais ce serait pas non plus une mort de l'atome. Alors moi, je n'ai pas vendu mes atomes pour cette raison-là, parce que je pense que de toute façon, le pire scénario, c'est que l'atome puisse être utilisé comme collatéral et que l'atome quand même conserve une bonne partie de son market cap. Pourquoi intéressé et pourquoi je suis bullish sur l'écosystème? J'ai fait un tweet là hier, je crois. Allez sur mon Twitter et allez voir, j'ai dit en gros why is Cosmos so underrated? Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réponses, mais il y a plein de réponses et toute la communauté qui répond en gros sur pourquoi on pense qu'Atom est si intéressant. Moi, je pense qu'il y a effectivement une tech qui est solide, vraiment à tous les niveaux, une tech qui va au-delà de l'écosystème Cosmos, qui va au-delà juste des zones, on va dire pré-IBC, avec des nouveaux entrants qui utilisent cette technologie pour faire des trucs vraiment cool. Je pense à comme Say par exemple, que j'ai interviewé la semaine dernière et qui font un truc super cool et qui sortent de nulle part. Il y a plein d'exemples comme ça. Et puis je pense que la communauté, elle est vraiment, enfin c'est vraiment une communauté de builders. Là, on est en train de fundraiser notre fonds d'investissement. On est ici à Dubaï, là, on parle à des investisseurs et on leur dit, ils me disent, pourquoi Cosmos? Pourquoi c'est un truc qui va exploser? Et je leur dis, mais en fait, j'ai le même sentiment avec Cosmos que j'avais en 2016 avec Ethereum. C'est-à-dire des mecs qui sont vraiment passionnés, ils s'en fichent du prix, ils s'en fichent des marchés, ils se passent STX, les mecs, ils lèvent la tête, ils disent, ah, j'ai passé un truc, bon, je vais continuer à coder. Et c'est ça qui me passionne et que je trouve qui est génial dans l'écosystème Cosmos, c'est que malgré le drama, malgré
Atom 2.0, enfin, c'est la preuve que les gens sont passionnés, quoi. Atom 2.0, c'est la preuve que les gens adorent ce truc, ils sont vraiment passionnés par ce truc. Et pourquoi je suis hyper bullish sur cet écosystème de manière générale. Et il y a un dernier point, à mon avis, qui est très underrated, c'est que je pense que l'écosystème Cosmos, c'est le premier écosystème où tu vois la naissance d'économies politiques. Et ça, tu le vois pas. Tu le vois pas dans Ethereum parce qu'il n'y a pas vraiment de on-chain governance. Et je pense que ça change beaucoup de choses, le on-chain governance. Parce que c'est là que tu as des communautés qui sont beaucoup plus impliquées, qui se fightent entre elles, etc. Et ça change beaucoup de choses, à mon avis. Et je pense vraiment que c'est le premier écosystème où on voit ça. Et donc, on est les premiers à faire ça. Et donc, logiquement, on va être les premiers à en récolter les bénéfices. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec Seb et Youssef. Hein. Après, pour le token Atom en lui-même, il faut pas oublier qu'il y a Interchain Security qui arrive quand même très bientôt. Hein. Normalement, c'est début 2023. Et imaginons, actuellement, dans le Game of Chain, on a, je crois, 5-6 chaînes qui arrivent. Et imaginons, je sais pas, dans un futur proche, on a Interchain Security avec une centaine de consumer chains. Et bah du coup, tous les stakers d'Atom vont recevoir des rewards, donc une partie des transaction fees, une partie de l'inflation de toutes ces consumer chains. Donc, faut imaginer aussi si succès de l'ICS, c'est une économie énorme pour tous les stakers d'Atom. Donc voilà, il y a quand même plein de choses qui arrivent et c'est un énorme bénéfice. Ouais. Ok, les amis. Merci à tous. Merci à tous pour votre. On va laisser. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné son avis. C'est Adrien. Oui, non, alors, moi en fait, je dois partir, donc du coup, j'ai pas le temps. Mais bon. Si vous voulez, c'est très simple. Hein, c'est l'écosystème, comme a été dit, où il y a le plus de builders. C'est vraiment Ethereum 2016. Il y a énormément de drama, mais en même temps, c'est normal. Mais on va vraiment sur quelque chose qui va scaler énormément. On est très early. Les définitions de hub et de zone, c'est encore vraiment le start. On est vraiment très loin de ce qu'on va voir d'ici quelques années. Je suis sûr et certain que beaucoup de chaînes vont avoir des zones en dessous et tout ça va arriver, mais avec le temps. Et au final, chaque écosystème va se créer. Et je pense que là, la création avec Atom, justement, et le Cosmos Hub et les provider chains, c'est vraiment la première step, mais qu'on est vraiment qu'au tout début. Et à la fin, ça va vraiment être quelque chose d'énorme. Je pense qu'on est tous pas prêts, même si on est tous un peu quand même. Donc, c'est génial, tout est devant nous et nous avons juste à continuer à bulle. All right. Sur ce, bonne soirée, les amis. C'est une belle fin. Bye. Salut à vous tous.